Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Proximus? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande ici pour d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo ainsi que la Top Newsletter gratuite. Donc, sur Proximus, ici, on en a déjà parlé il y a quelques mois, d'accord? Notamment, si vous tapez Top Invest Proximus, vous allez retrouver cette vidéo aussi, ok? Donc, c'est pas celle-là. Ici, donnez-moi juste un instant. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Elle est ici, ok? Donc, à cette période-là, qu'est-ce qu'on disait? C'est que si on ne prend pas en considération la dette, le prix est intéressant. Mais quand on prend en considération cette dette-là, là, quand même, ça demande une certaine réflexion supplémentaire ici. Et également que le niveau de dividende également de cette compagnie était trop élevé à mon goût. Surtout que ces entités-ci ont généralement énormément de dettes et que tôt ou tard, il va bien falloir commencer à la rembourser. OK? Donc, pour quelqu'un qui aimerait investir dans cette compagnie-ci, il devrait questionner la politique d'allocation du capital du management. OK? À cette période-là, je pense qu'elle distribue un dividende de 8,33%. Il me semble qu'entre-temps, le dividende a été... ils ont réduit ce dividende-là. Très bonne nouvelle. Parce que pour moi, je considère que c'est une bonne nouvelle. Ça nous libère un tout petit peu de cash ici pour pouvoir repayer la dette ou bien faire des investissements massifs parce que ces entreprises investissent massivement. Enfin, je vois ici qu'on a en prévision 0,6 dollars à l'action d'ici 2024. Donc, en 2023, ils verseront 1,20 $. Donc, il me semble qu'on a réduit le dividende ici. Donc, je vais juste aller vérifier ça rapidement ici. Proximus, où est-ce qu'on a cette compagnie-là? Donc, Proximus, où est-ce qu'elle est? Alors, ici, au niveau de FastGraph, ça n'a pas encore été mis à jour, mais je pense que j'ai vu cette information-là passer quelque part. Donc, on va prendre Proximus, on va faire la recherche. Proximus, réduit, dividende. On vérifie. À cette fin, il met les actionnaires à contribution de réduction de dividende de 1,006 en 2024. OK, donc c'est déjà le cas. OK, parfait. Sans doute ici, on doit faire des investissements massifs ou des choses comme ça, mais dans tous les cas de figure, ça libère assez de cash. Donc 0,6 € ici représente combien par rapport au nombre d'actions en date d'aujourd'hui? Quand on prend le nombre d'actions en date d'aujourd'hui ici, on constate quoi? Donc on fait ça. On multiplie par 0,6 parce qu'ici on a 322,41, 322,4, non pas ça, 322,41 fois 0,6. Ça donne combien? Ça donne à peu près 193,44. Donc, ça libère à peu près quelques millions d'euros, enfin, de près de 200 millions d'euros ici, parce qu'on avait vu la dernière fois que cette compagnie avait reversé rapporté à peu près aux alentours de 400 millions par an. Ok, je pense qu'on avait des marges de bénéficiaires ici à la 8% par là. Donc, on va regarder ça ici. Voilà, marge bénéficiaire à la 8% ici. Donc, je prends la médiane un tout petit peu ici. Donc, on va prendre ça. On va le mettre ici en yearly, vu qu'on est à 6 mois de l'année ici. Voilà, donc on va fermer cette partie-ci, et là, et ici. Donc, on le prend ici en histogramme. Voilà ce que ça donne. Et ça, je pense que c'est plus beau. Donc ici, on constate qu'on a du 8,89% sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, on est à peu près à du 8%. Je pense qu'on avait pris du 8%, il me semble, dans cette vidéo-là. On pourrait également aller regarder cela ici. Donc 8%, où est-ce que j'avais vu ça? J'avais mon petit marqueur bleu. Voilà. Ça va pas être long. On le met ici. Le 8%, il est où? Donc, il me semble qu'on avait pris du 8% ici. À partir de 8%, justement, on avait déduit à peu près, voilà, ici, 8%. On avait sur un revenu de 5 milliards 570, etc. Moins la dette nette multipliée ici par un PE. On avait pris 3 niveaux de PE, 13, 15, 17. D'accord? Donc, tout dépend ici de la structure de la dette, parce que ces entreprises ont tendance à être très endettées. C'est pour ça elles se négocient justement à des PER, voilà, à ces niveaux de PER-là. Donc, ici, pour Proximus, aujourd'hui, on va prendre en considération on va voir à peu près comment est-ce qu'elle s'est comportée par rapport aux revenus précédemment. Donc, sur l'année précédente, ici, on constate ça. Qu'est-ce qu'on avait ici? On a eu un revenu ici à la 5 milliards 850. On voit également qu'on a une augmentation ici par rapport à 2020. Déjà, pourquoi? Et on constate également que les revenus de cette entité-ci avaient tendance à diminuer jusqu'en 2019, parce que je pense que 2020 et 2020,
2019 et 2020 étaient des années exceptionnelles. On peut m'ajouter dans une certaine mesure ici 2021. Donc, on voit qu'on revient à peu près à une certaine moyenne sur les 5 dernières années. Maintenant, ça ne veut pas dire que oui, les revenus sont en décroissance. Non. Vérifiez à peu près qu'est-ce qui s'est passé ici pour qu'on ait ces revenus en décroissance là. Parce que je constate que les revenus sont en décroissance, d'accord, si on les prend sur une longue période de temps. Mais en moyenne, ici, on constate que voilà, sur les 5 dernières années, elles rapportent à peu près la même chose. 453 millions par là. D'accord? Donc, si on a des marges de 5 milliards 850 ici, on a des revenus de 5 milliards 850 ici, quand on se dit qu'on peut au moins rapporter 5 milliards 850 cette année-ci, et ainsi que les années suivantes, ça fait à peu près un potentiel ici pour 468 millions d'euros potentiel. Qu'est-ce qu'on fait avec ce 468 millions d'euros là? Admettons que je suis très gentil, d'accord? Parce que généralement ici, combien de fois les bénéfices le marché paye généralement pour cette compagnie-ci? On va vérifier ça rapidement ici. Donc, n'oubliez pas que parfois, sur les entités, pareil, le marché a tendance à prendre en considération la dette ici. Qu'on va se dire la vérité. Ce business-ci, s'il n'y a pas de dette, c'est un business qui peut se négocier à 17 fois les bénéfices. OK? Ou bien entre 15, 17 fois les bénéfices par là. Il n'y a pas de croissance ni quoi que ce soit. D'accord? Donc, ici, généralement, quand vous le voyez à 10 fois les bénéfices, c'est qu'il y a déjà une prise en compte de la dette à un certain niveau. OK? Donc, ici, quand on dézoome un tout petit peu, on voit qu'il paye généralement aussi 10 fois les bénéfices par là. Je ne prends pas généralement le chiffre exact ici parce que dans ma tête, en fait, j'ai 3 niveaux de PER. 10, 11, je prends 10 fois les bénéfices. Donc, je ne cherche pas le chiffre exact ici parce que de toute façon, 10 fois les bénéfices, pour moi, c'est 10% de rendement. 15 fois les bénéfices, c'est 6,6 et poussière. Donc, je vois également ici qu'on a tendance, on peut aller jusqu'à 17 fois les bénéfices parfois. Donc, si je prends 17 fois les bénéfices, j'enlèverai la dette. Si je prends 10 fois les bénéfices, je n'enlèverai pas la dette. Qu'est-ce que ça me donne ici? OK. Donc, on prend ceci. 768 multiplié par 17 fois les bénéfices. Et encore, je n'ai pas pris la croissance estimée future, hein, s'il y en a une. La dette nette ici, en date d'aujourd'hui, je vais voir à peu près ce que me mentionne ici Zone Bourse. Donc, Proximus, on regarde ici, dette nette, on s'attend à peu près à 3 milliards 280. Donc, j'enlève le 3 milliards 280. OK. Divisé par le nombre d'actions, on a à peu près combien en termes de millions d'actions? Je pense qu'on était à 300 et poussière en termes de nombre d'actions ici. On va le voir ici, nombre de titres 322.4. Bon, je vais mettre 322.7 pour faire simple ici. Donc, divisé par 322.7. D'accord. Même si on a moins que ça en date d'aujourd'hui, ça ne dérange pas non plus. Donc, non, c'est 322.22, c'est 322.41. Donc, on a deux informations par rapport à ça. On va le garder comme ça. Donc, ça fait à peu près aux alentours de 14,50 €. OK. Si on prend en considération la dette, voici ce qu'on pourrait avoir ici. En date d'aujourd'hui, cette compagnie serait clairement sous-évaluée. Et c'est parfait même pour moi parce que généralement, je recherche une entité qui peut se négocier ici. Si la valeur est de 15, j'aimerais l'acheter à la moitié de ce prix-là. Vous vous rappelez bien que j'aime toujours une décote de 50%. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc, entre les deux, ici, on a une marge de sécurité. Maintenant, c'est une entité qui devrait, à mon goût, rembourser sa dette. Pourquoi est-ce qu'elle a réduit ce dividende-là? Ce qui est une bonne décision, d'accord? Est-ce qu'elle prévoit réduire le dividende pour investir massivement ou bien pour rembourser la dette? D'accord? J'aimerais avoir la réponse exacte quand je vais lire les rapports financiers. Le niveau de dette nette sur EBITDA ici en date d'aujourd'hui est de combien? Sur les 12 derniers mois ici, on a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 2,3 fois les EBITDA. Ce qui n'est pas mauvais, hein? Quand on se dise la vérité, dette nette à ce niveau, ce n'est pas mauvais du tout. Donc, c'est-à-dire qu'on a énormément d'EBITDA. Mais attention, l'EBITDA ici, il faut vraiment prendre en considération sur ce genre d'entité, dette nette sur EBITDA moins capital expenditure. Parce que la dépense en capital est élevée. Et ici, généralement, le D et le A, on réserve le D et le A ici pour la dépense en capital. Or, généralement, c'est quelque chose qui va être totalement consommé, sinon plus que ça. Donc, il faut faire attention. Donc, qu'est-ce qui va nous rester réellement, puisque c'est une dépense en capital? C'est une dépense en capital ici de maintenance obligatoire. On doit la faire, OK? Donc, qu'est-ce qui va nous rester quand on enlève à peu près le CAPEX? Presque rien du tout. Donc, elle a un CAPEX assez élevé. Quand on regarde à peu près le capital expenditure ici, donc, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, on a un CAPEX à peu près aux alentours de 1 milliard 400. 1 milliard 460. Elle rapporte à peu près combien en termes d'EBITDA, généralement? Donc, EBITDA. On a à peu près à combien?
On a quelque chose en tout de 1,3 milliard. Donc, on va encore aller chercher une dette aux alentours de 400 millions. On va aller creuser soit dans les caisses, soit prendre la dette, soit émettre de nouvelles actions pour pouvoir ne serait-ce que dépenser un tout petit peu en capital. Et cette dépense en capital a tendance à augmenter depuis 2012. Ok, je comprends que la dépense en capital peut augmenter parce que vos revenus augmentent également, etc. Mais on a vu ici que les revenus n'augmentent presque pas, les revenus diminuent. Là, le bénéfice net reste stable, pourtant on dépense de plus en plus. D'accord, c'est très intriguant. Donc, quand on regarde ici le capital expenditure ici par rapport au CAPEX, on va voir ici CAPEX par rapport aux revenus, capital expenditure, voilà, CAPEX par rapport aux revenus, qu'est-ce que ça me donne ici? Le CAPEX par rapport aux revenus est de 24,60% pour cette compagnie-ci. Ok, je vais un peu faire je vais voir, je vais comparer à peu près à une compagnie qui n'est peut-être pas sur le même territoire. Donc, on va essayer de regarder AT&T, où est-ce qu'on se situe. AT&T aux alentours de, vous voyez que c'est plutôt stable. Ici, on est aux alentours ici de 15%. Verizon, en tout cas, on est en dessous de 20%. Verizon qui est VZ, ok, ça représente à peu près combien? Verizon est aux alentours de 20% par là. Allons même essayer, regardons même avec Orange, même si, voilà, Orange ici a combien? Voilà, vous voyez, Orange et Proximus se situent à peu près au même niveau. Dépenses à capital a tendance à augmenter de plus en plus. Pourtant, on ne voit presque... enfin, techniquement, si cette dépense en capital est déjà aux alentours de 20%, on doit au moins avoir des EBITDA aux alentours de 20%. Donc, elle doit pouvoir passer cette dépense-là au consommateur final. Surtout si c'est une dépense en maintenance. OK? Donc, ici, pour moi, Proximus, il faudrait faire très attention. OK? C'est tentant de regarder ça à 14 $. On se dit, oh ouais, c'est intéressant en date d'aujourd'hui. Admettons même qu'on prend le 368 millions. Et je n'ai pas pris en considération la croissance. Le 468 millions ici de revenus moyens, divisé par le nombre d'actions, à peu près 322,41. Ça nous donne ici à peu près aux alentours de 1,45 €. Même quand on le prend à 10 fois les bénéfices ici, ça reste toujours assez intéressant. Mais comme je l'ai dit, questionnez la politique d'allocation du capital. Ok, regardez également s'il n'y a pas des actifs cachés, s'il n'y a pas des tours de télécom qui prévoient vendre pour rembourser un niveau de dette ici. Parce qu'en réalité, quand on regarde bien, ce n'est pas qu'elle a une énorme dette. Hein. Non, c'est parce qu'elle dépense trop en capital par rapport à ce qu'elle rapporte réellement. Donc en réalité, quand vous allez regarder cette compagnie-ci, Proximus, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que les free cash flow ne sont pas au même niveau que les net income. C'est bien temporairement, mais là, ça fait plusieurs années qu'on a la même chose. Et là, ça commence à être de plus en plus compliqué. OK? Bon, quand je dis plusieurs années ici, donc c'est absolument, il faut toujours avoir au moins des free cash flow qui vont dans le même sens que les net income ici. S'il y a une différence, il devrait avoir une bonne raison derrière. OK? Donc, quand on dépense ici, le CAPEX ici de maintenance, c'est bien, mais il y a même quelque chose qui m'intrigue un tout petit peu ici, parce que techniquement, on a des EBITDA, on a un CAPEX plus élevé que les EBITDA ici. Normalement, le operating cash flow maintenant, il doit avoir énormément également comment on appelle ça, d'éléments exceptionnels pour que ce free cash flow aussi puisse être positif. C'est ce que je me dis. D'accord? Donc, il faut aller regarder ça en profondeur. C'est même pas une dépréciation. Il me semble qu'il y a peut-être que c'est une dépréciation de goodwill ici parce que ça ne rentre pas ici dans l'EBITDA. Bon, là, maintenant, c'est pour ceux qui ont fait un tout petit peu de comptabilité. Donc, quand on regarde ça, on voit à peu près la différence entre les deux. Je peux me dire qu'OK, quand j'ai quelque chose comme ça, il faut que j'aille regarder à peu près les rapports financiers. Certainement, ici, il y a une dépréciation ici d'actifs, d'accord? Un goodwill, par exemple, qui a été déprécié, donc un actif intangible ici. Donc, ce qui fait que ça n'entre pas dans le calcul de l'EBITDA, mais ça peut gonfler ici les operating cash flow de telle sorte que quand on fait operating cash flow moins capital expenditure, il nous reste ici des EBITDA, des free cash flow positifs. Ok, c'est une bonne stratégie ici si l'entreprise a beaucoup d'actifs intangibles parce que ça lui permet de payer moins d'impôts. OK? Mais à long terme, ici, ça ne fait pas partie du business, le day-to-day de l'entreprise. OK? Donc, il faut aller regarder ça en profondeur ici. Donc, je vais juste me rattraper. Si ce n'est pas une entreprise qui perd de l'argent pour pouvoir repayer ses actifs ici, elle gagne de l'argent. D'accord? Elle gagne de l'argent. D'accord? Sauf que c'est juste une manipulation comptable. C'est pour ça que vous voyez, il faut comparer tout. Tout doit être mis ensemble, en fait, pour que vous puissiez avoir toute l'image. Vous ne pouvez pas avoir les bénéfices nets d'un côté, les EBITDA d'un côté, les EBIT d'un côté, la marge brute d'un côté. Tout doit être sur le même graphique, le même tableau, afin de pouvoir donner la même chose. Un grosse margin qui diminue alors que les net income augmentent, ça n'a pas la même information qu'un grosse margin qui diminue avec des net income qui diminuent.
vous voyez que l'information sous-jacente sera totalement différente. On peut voir ici que si gross margin diminue et net income augmente, ça veut dire que vous êtes de plus en plus efficient. Donc, on voit ici comme des économies, vous réalisez, vous n'avez pas besoin ici enfin, ça dépend également de l'augmentation ici de revenus. Donc, ça veut dire que peut-être vous payez moins en termes de salaire, il y a peut-être beaucoup d'automatisation, etc. Bref, Proximus ici est assez intéressant. Je pense qu'on est au même prix que précédemment ici. On a à peu près le même niveau de prix ici, ok, par rapport à la dernière vidéo ici. Donc, c'est assez intéressant au prix actuel. Regardez également la valeur des actifs intangibles ici. Quand on regarde ici, tangible book value per share, c'est négatif. Donc, on a énormément d'actifs intangibles ici, sur cette compagnie ici, de telle sorte que quand on les enlève ici, techniquement, il ne nous reste plus rien ici en termes de, voilà, en termes d'actifs tangibles. Donc, on peut également le voir ici au niveau de Fastgraft. Est-ce que j'ai le document sur Fastgraft ici? On va regarder Financial, on va regarder Financial Testament rapidement. On va regarder le Cash Flow Testament. Qu'est-ce que le Cash Flow Testament nous raconte ici? Dépréciation, amortisation d'intangibles. Ok, vous voyez, on a presque près de... On a combien ici? 1 milliard 160... Oh, ok, littéralement. En dépenses en capital, on a combien? Net operating cash flow, capital expenditure ici, on a 1 milliard 444. Donc, c'est plutôt, capital expenditure ici est à peu près, bon, c'est pas une moyenne, mais dépense énormément en capital ici. Donc, vous voyez ici que le net operating cash flow est influencé à ce niveau-ci par quoi? Grandement influencé ici par tout ce qui concerne la dépréciation et amortisation, d'accord? Donc, c'est cette partie-ci qui permet à l'entreprise de se maintenir. Okay? Et or, dans cette partie-ci, il y a un pourcentage qui ne rentre pas dans le calcul de l'EBITDA. C'est pour ça qu'on avait quelque chose de négatif. Mais sinon, elle rapporte de l'argent. Okay? On a des cash flows ici qui sont positifs. Okay? Donc, en conclusion, ça pourrait être intéressant d'aller regarder du Proximus en date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, au prix actuel, constatez que le dividende ayant été réduit, et que techniquement, quand on regarde même cette dette nette-là, on a près de 3 milliards. Il reste à peu près, il me semble, quand on prend 468 millions ici, il me semble qu'il paye à peu près combien pour le dividende. C'est le premier calcul qu'on avait fait ici. On va juste vérifier ça rapidement ici. 0.06, 193, moins 193. Il reste à peu près 275 millions ici. Ça veut dire que si on garde ça pendant 5 ans, on peut rembourser 1 milliard 370 ici. De toutes les façons, elle a les capacités de rembourser la dette nette ici en moins de 10 ans. Notamment si vous prenez les free cash flow du départ, la dette en question, vous allez pouvoir trouver un ratio inférieur à 10. Donc, alors, pour nos amis belges, ça pourrait être intéressant d'aller regarder Proximus. Mais c'est un business assez compliqué. Hein. Donc, voilà, c'est compliqué, mais ça peut également, parfois, dépendamment du prix d'acquisition, ça peut être intéressant. Rappelez-vous, quand on avait du Orange ici, parce que personnellement, pour moi, Orange, aux alentours, pas plus que... On est à combien même sur cette affaire-là? Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé Orange ici. Je pense qu'on n'était pas plus que 13 à 15 euros par là pour cette compagnie-là, dépendamment de ce qu'on avait vu ici précédemment. Et je pense que le marché nous avait proposé aux alentours de 8, je pense quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'on était que 13 euros par là. Donc, on nous avait proposé 9 euros par là pour cette compagnie-ci, ce qui pouvait être assez intéressant. Aujourd'hui, je pense que Proximus peut être à peu près sur la même tendance. Il y a également quelque chose qui m'intrigue un tout petit peu. En tout cas, quand je regarde Proximus du point de vue de Fastgraph, je constate que les bénéfices nets par action ont tendance à diminuer. Je vais également regarder ça ici parce que je n'aime pas ça. Donc, EPS per share, donc dilute, on va mettre ça ici annualisé. Donc, quand je le mets ici sur Coifin, qu'est-ce que je constate? On a plutôt une stabilité depuis 2015, enfin, on va le dire comme ça, depuis à peu près 2015 par là. Et quand on regarde à peu près à ce niveau-ci, depuis 2015, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est le cas ici? Bon, ouais, dans une certaine mesure, oui, hein, parce que quand on regarde 2021, 2022, parce que cette partie-ci ne compte pas. Ce sont des prévisions futures. Donc, ouais, on a plutôt une stabilité ici. Donc, quand on regarde avec les prévisions futures ici, on s'attend à avoir des bénéfices nets moins élevés en 2023, encore moins en 2024, et un tout petit peu, et une entreprise qui va un tout petit peu se réveiller à partir de 2025. Pourquoi? Donc, on s'attend à peu près à du 1 euro par là en moyenne. Enfin, je vais mettre 1 euro. À vue d'œil ici, c'est bien plus que 1 euro ici. Mais quand vous regardez ici le calcul qu'on avait fait par rapport aux marges ici, ça démontre qu'il y aura peut-être ici une pression au niveau des marges. Parce que quand on va prendre ceci, on multiplie par le nombre d'actions, on divise à peu près par le revenu, même actuel, même pas le revenu futur. Parce que s'il est plus élevé dans le futur, il aura tendance à diminuer.
on s'attendrait à peu près à avoir une pression au niveau des marges. Est-ce que c'est le cas ici également au niveau de zone bourse? On constate également que oui, c'est le cas. Donc, faites attention. Cette entité-ci, si on la prend en termes de marge, en termes de moyenne, ici on sera à 468 millions, mais attention, il est prévu d'avoir bien moins que ça parce que les marges auront tendance à diminuer. Et là, par contre, c'est un autre discours. En fait, ça va être compliqué ici. Pourquoi est-ce que les marges diminuent? Est-ce que le marché va être satisfait ici par rapport à ces marges-là? Pourquoi est-ce que les marges diminuent alors que les revenus augmentent? Ça m'intrigue. Quand je vois déjà ça, ça commence à m'intriguer. C'est ce genre d'entreprise ici, clair et net que quand je vais la regarder, je ne paierai pas plus de 10 fois les bénéfices. Et encore 10 fois les bénéfices moyens ici, je pense qu'on a 1 euro ici, donc on sera à peu près à 10 euros. Donc, on va juste rectifier le 15 euros en question ici. Ça, 15 euros, c'est quand on rapporte à peu près aux alentours 468 millions. Je ne veux pas prendre en considération 468 millions, dont 8% de marge bénéficiaire ici, alors qu'on aura tendance à avoir des marges bénéficiaires de moins en moins élevées. Vous voyez que selon les prévisions ici, c'est ce qu'on devrait avoir, selon les prévisions. Donc, maintenant, vos coureurs de chercher pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a une pression aussi élevée au niveau des marges? Est-ce qu'elle n'arrive pas à augmenter les prix au même niveau que l'inflation? Est-ce que c'est la compétition qui est assez rude? Surtout que les marges EBIT sont assez stables. OK? Donc, pourquoi est-ce que les marges nettes vont diminuer autant? Donc, il y a un problème il y a un problème à ce niveau-là. OK? Donc, si c'est le cas, donc, je prendrai 10 fois les bénéfices de ce que je vois ici. Mettons même la dette de côté. Donc, ça fera à peu près, je ne paierai pas plus de 10 euros pour cette compagnie-ci. Donc, ce qui nous ramène toujours à la même chose. Hein. Le prix actuel est également intéressant, mais attention. Maintenant, au niveau de la dette, au lieu qu'il nous reste à peu près, disons, 0,6 euros ici, il va nous rester à peu près 0,4 euros si on prend 1 euro par là en moyenne. OK? 0,4 euros. Donc, si le 0,4 euros ici multiplié par le nombre d'actions, à peu près, il nous reste à peu près moins de 100, aux alentours de 120 millions par là pour repayer la dette. OK? 5 ans ici, au lieu de rembourser 1 milliard, on sera plutôt à quelque chose aux alentours de 600 millions par là. Donc, est-ce que c'est assez intéressant? Enfin, techniquement, ils peuvent toujours repayer cette dette-là en 10 ans, même avec ça. Mais maintenant, en 10 ans et quelques mois, on va le dire comme ça. Donc, soyez prudents sur cette compagnie-ci. Et regardez surtout s'il n'y a pas une meilleure entité sur le marché. Parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup d'informations ici. Enfin, je ne dirais pas qu'il y a de la mauvaise gestion, parce que ce n'est clairement pas le cas. Mais il faut être prudent ici. De toute façon, le prix actuel est assez intéressant par rapport à ce qu'on avait la première fois. On a réduit le dividende, c'est également une bonne nouvelle. Donc, c'est assez intéressant à aller regarder en profondeur. OK? Je rappelle toujours une chose. Ceci, c'est de l'analyse quantitative. D'accord? Ce n'est pas de l'analyse fondamentale. Parce qu'il manque un élément ici, c'est le qualitatif. Le business en lui-même. On répond aux questions pourquoi est-ce que le revenu va baisser? Pourquoi est-ce que les marges vont diminuer? Pourquoi est-ce qu'on dépense autant en capital? Est-ce qu'on peut augmenter les prix, etc. Donc, vous devez être des business pickers et non des stock pickers. Donc, il faut regarder l'entité en elle-même. Parce qu'en période difficile, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir tenir. D'accord? Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter du Proximus, même si elle semble intéressante ici. Je peux vous parler d'une entreprise, par exemple, qu'on appelle Telefonica, qui est intéressante depuis plusieurs années, mais qui ne bouge pas non plus. Hein. En fait, le management en termes d'allocation du capital, ce n'est pas trop ça. Elle a également fait beaucoup d'erreurs par le passé. Si vous la prenez du point de vue quantitatif, ça semble être assez intéressant. Ils ont assez de free cash flow, mais qu'est-ce qu'ils font avec? On a également un niveau d'endettement ici qui est tout simplement énorme et qui ne semble pas vouloir diminuer. Il y a également des actifs cachés ici, mais il faut que le management ici travaille pour pouvoir révéler la valeur. Est-ce qu'ils ont l'ambition de le faire? Point d'interrogation. OK? Donc, ça peut être intéressant du point de vue quantitatif. Je dis bien quantitatif, mais parfois, ce n'est pas un bon investissement. OK? Mais parce que quand vous regardez le dividende par action ici de la compagnie qu'on appelle Telefonica, c'est 0,30. OK? Bénéfice net par action, ici, on est aux alentours de 0,32. Et je sais que les compagnies, pareil, celle-ci, par exemple, elle a un problème particulier, c'est qu'elle a beaucoup d'actifs cachés. OK? Donc, elle a également beaucoup de dépréciation. Donc, quand vous allez regarder ici, les free cash flow auront tendance ici à peut-être faire du yo-yo parce qu'il y a des dépréciations, mais il reste en moyenne, grosso modo, assez positif. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce cash-là? Est-ce qu'on rembourse la dette? Parce que si on paie un dividende à 0,30 ici, c'est-à-dire qu'on consomme combien ici? Quand je prends le 0,30, on fait à peu près 5 milliards, il y a 5 milliards 700 millions d'actions, et qu'on paye 0,30 ici en termes de dividende, ça veut dire qu'on immobilise à peu près 1 milliard 710 pour payer un dividende. Donc, il nous reste à peu près, disons, 1 milliard 300 par là, ou bien quelque part, ou 1 milliard 500 dans cette zone-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on rembourse la dette?
Quand je regarde ici sur les 5 dernières années, on était à 35 milliards, on a quand même remboursé une bonne partie de la dette. Donc peut-être cette entreprise-ci a l'ambition de le faire, de réduire la dette à un certain niveau. Donc la dette nette sur EBITDA, vous allez constater que ça reste assez intéressant. Mais si vous enlevez ici la dépense à capital, le CAPEX sur la dette nette ici, vous allez voir qu'on aura un ratio bien plus élevé. Je préfère enlever généralement le CAPEX ici sur ces entités-ci, parce que généralement, ces entités-ci ont la dépense en capital, la dépréciation amortissement, c'est vraiment une charge réelle. OK? Parfois, sur certaines entreprises, ce n'est pas le cas. Vous pouvez également voir ici que son CAPEX par rapport aux revenus est de 13, on est à peu près 13-15% par là, alors que Proximus, on a du 26%. Donc, allez-y, regardez sur Proximus dans quoi elle investit en réalité, en fait, parce que je ne comprends pas. Même si ça semble être positif, pourquoi est-ce que les marges vont avoir tendance à diminuer? Pourtant, ça devrait rester un business assez prévisible. Donc, il y a beaucoup de questions encore qui restent en suspens sur Proximus, juste en regardant les chiffres. Que ce soit les chiffres actuels et les prévisions, qu'on va constater qu'on a des questions à poser quand on va lire les rapports financiers. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. En lien dans la description de la vidéo, ici, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter gratuite. Et on se dit à bientôt. Donc pour moi, pour conclure, Proximus, je pense qu'on est aux alentours des 10 euros. Ça peut être le maximum qu'on puisse payer pour cette compagnie-ci. Donc le prix actuel est intéressant, mais ça vient avec beaucoup de questions. Ok, le dividende en lui-même, il est assez safe, mais comme vous l'avez vu également ici, dépendamment des bénéfices nets moyens ici. Donc il faut répondre à la question de savoir pourquoi ces bénéfices nets diminuent alors que les revenus sont censés augmenter. Parce qu'en fait, rien ne me dit que les bénéfices nets ne vont pas continuer à diminuer. Donc il faut faire très attention. Donc il faut déjà comprendre la raison pour laquelle on a des prévisions moins, en dessous de ce qu'on a en moyenne sur les dernières années. D'accord? On se dit à bientôt. Merci.